Bienvenue, nous sommes en janvier 2026 et on dirait bien que le grand rêve du minage sur mobile vient de se prendre le mur de la réalité. Ah ça, on peut le dire. On est à un tournant critique. D'un côté, on a Pi Network. Ils ont enfin ouvert leur réseau en 2025 et le prix s'est complètement écrasé. Et de l'autre, B-Network. 50 millions d'utilisateurs, mais toujours dans l'ombre, à construire leur propre écosystème. La question, c'est plus combien de jetons j'ai, mais plutôt, est-ce que tout ça a une vraie valeur? C'est exactement ça. Un vrai choc des titans, avec deux visions du futur du Web 3 sur mobile qui s'affrontent. Exactement. Notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer ces deux trajectoires. On va analyser leur stratégie pour survivre à la pression de vente, cette fameuse peur du dumping. Et voir quelle approche a le plus de chances de s'imposer finalement. Allez, c'est parti. Première ronde. Analyse les fondations, l'ADN des projets. Qui sont les gens derrière tout ça? Et c'est là que tout s'oppose, vraiment. Du côté de Pi Network, leur gros argument depuis le début, c'est Le prestige? le prestige académique. Oui. Le projet a été monté par une équipe de diplômés de Stanford. Ça, évidemment, ça a tout de suite rassuré des millions de personnes. Ça fait sérieux, quoi. Le saut de Stanford, c'est un argument marketing incroyable. Mais en lisant les sources, j'ai l'impression qu'il y a un décalage énorme entre l'image et la réalité. Comment ça? On nous vend une révolution décentralisée. Mais en 2026, les nœuds qui valident les transactions, le cœur du réacteur en fait, Ils sont toujours contrôlés par l'équipe fondatrice. voilà. C'est un peu comme vendre une voiture de sport électrique qui fonctionne encore au diesel, non? C'est exactement le paradoxe. On parle d'une blockchain permissionnée. Pour faire simple, c'est un club privé. L'équipe décide qui peut jouer. C'est ça. Et en plus, le code n'est pas entièrement open source, donc la communauté est obligée de leur faire une confiance un peu aveugle. Ce qui est l'antithèse de l'esprit blockchain où on dit « vérifiez tout, ne faites confiance à personne Exactement. Ils promettent la décentralisation pour demain, mais pour l'instant, c'est une oligarchie technique. ». Une oligarchie transparente sur son identité, mais pas sur son code. Et en face, on a B-Network, qui fait tout l'inverse. Le mystère total. L'équipe est anonyme. Et ça, pour la confiance, c'est un énorme point d'interrogation. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le grand pari. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette opacité, elle s'accompagne d'une agilité redoutable. Pendant que Pi peaufine sa grande vision, Bi a sorti à une vitesse folle un portefeuille multichaîne, un DEX. Et surtout, des partenariats pour des cartes de paiement. Visa et bientôt Mastercard. Voilà, il livre des outils concrets et vite. Mais attends, est-ce que l'anonymat, à la base, ce n'est pas un peu l'idéal de Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin? C'est une bonne question. Se concentrer sur le code, pas sur les personnes? Ou est-ce qu'on est juste naïf de penser ça en 2026, après toutes les arnaques qu'on a vues? Je pense que le contexte a changé. L'anonymat de Satoshi a fonctionné parce que c'était le premier, une expérience purement technique. Aujourd'hui, un projet avec des millions d'utilisateurs qui reste anonyme. Ça déclenche toutes les alertes. Oui. Le risque est différent de celui de Pi. Pour Pi, c'est le risque d'un contrôle excessif des fondateurs. Pour Bi, c'est le risque de l'inconnu. À qui on confie ses données? Et peut-être, demain, son argent. D'accord. Deux philosophies de confiance qui s'affrontent. Mais la confiance, ça ne paie pas les factures. Au final, tout se résume à la valeur du jeton. Et c'est là que leurs chemins se séparent de façon brutale. Brutal, c'est le mot. Pi Network a sauté dans le grand bain. Et l'eau était glaciale. Le lancement sur le mainnet, c'était le 20 février 2025. Le prix a fait une pointe à 3 $, un moment d'euphorie totale. Et puis, L'effondrement. complet. Début 2026, on se traîne autour de 0,21 $, une chute de plus de 90%. La douche froide. Pour des millions de gens qui ont cliqué sur leur téléphone pendant des années. C'est clair. La menace principale, c'est cette offre colossale. Les sources parlent de 100 milliards de jetons au total. 100 milliards, ouais, avec 1,21 milliard qui doivent être débloqués rien qu'en 2026. Et la Fondation Pi encore en 90%. C'est une épée de Damoclès. Absolument. Et pour éviter que le barrage ne cède complètement, ils ont mis en place des mécanismes anti-dumping et c'est malin. Comme quoi, par exemple? Le principal, c'est le système de lock-up, de verrouillage. On propose aux utilisateurs de geler une partie de leur Pi de 2 semaines à 3 ans. Et en échange? En échange, leur vitesse de minage augmente. C'est intelligent. Ça incite les gens à retirer eux-mêmes leurs jetons du marché, donc ça réduit la pression à la vente. D'accord. Et en plus, la migration vers le réseau principal se fait au compte-gouttes. Tout le monde ne peut pas vendre en même temps. Ça lisse l'impact, exactement. Et pendant ce temps, B-Network. Eux, ils sont sur la touche. Ils regardent Pi se débattre,
Et ils attendent. C'est la stratégie de l'utilité avant la liquidité. Début 2026, le jeton BE n'est listé sur aucune grande plateforme. Sa valeur est purement spéculative. Complètement. On entend des rumeurs d'un prix de lancement à $1, mais ça reste des bruits de couloir. Leur vrai pari, c'est de rendre leur jeton indispensable avant même qu'on puisse l'échanger. Et comment ils font ça, concrètement? Le jeton BE est déjà au cœur de leur écosystème. Il sert à payer les frais de transaction sur leur propre échangeur, le BIDEX, et surtout, Le cashback? voilà, il est lié à leur programme de cashback pour les cartes Visa. Plus on utilise la carte, plus on reçoit de BE. Il crée une demande interne, une économie circulaire. Et leur offre totale est beaucoup plus petite. 100 fois moins que Pi. 1 milliard de jetons en tout. C'est un modèle pensé pour la rareté, pour que la valeur perçue augmente avec le temps. C'est fascinant. Mais au-delà de la spéculation, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi ça sert vraiment? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces jetons aujourd'hui? Et là, on entre dans le cœur du réacteur, l'utilité. Et on est vraiment sur deux visions du monde. On a d'un côté Pi Network et son ambition de super app. C'est ça, une super app fermée, un peu à la WeChat, mais décentralisée. Le point d'entrée, c'est le Pi Browser. C'est un écosystème où le Pi est la seule et unique monnaie. L'idée, c'est de créer une économie autonome. Qui se suffit à elle-même, exactement. Et est-ce qu'il y a des applications concrètes qui tournent dessus, ou c'est encore de la science-fiction? Non, ça commence à prendre forme. On a par exemple le Fireside Forum, un réseau social décentralisé. Où les créateurs de contenu sont récompensés directement en Pi. C'est ça, par la communauté sans publicité. On a aussi la Map of Pi, une carte qui recense des dizaines de milliers de commerces dans le monde qui acceptent le Pi. Des dizaines de milliers. C'est impressionnant sur le papier. Mais est-ce que c'est réel? Est-ce qu'on parle de vraies transactions? Genre acheter son café en Pi? C'est la grande question. Les sources montrent une adoption très inégale. En Asie du Sud-Est, au Vietnam, en Indonésie, on voit de véritables micro-économies émerger. Les gens échangent des biens du quotidien. Oui. Mais en Europe ou en Amérique du Nord, c'est beaucoup plus timide. Ça reste de l'ordre du symbole. Le vrai défi pour Pi, c'est de passer de « je peux acheter un t-shirt » à « je peux payer mon loyer avec ». Il y a cette ambition un peu folle mentionnée dans les notes, utiliser la puissance de calcul des nœuds Pi. C'est leur vision à très très long terme. L'idée, c'est de mutualiser la puissance des 350 000 ordinateurs qui font tourner un nœud Pi. Pour créer un supercalculateur décentralisé. Voilà, pour entraîner des modèles d'IA, si ça se concrétise, le Pi ne serait plus une monnaie, mais une ressource technologique, un peu comme le pétrole de l'économie numérique. Mais on en est encore très très loin. Très loin. D'accord. Une vision grandiose mais lointaine. Et B-Network, en comparaison, ils sont beaucoup plus terre-à-terre, c'est ça, hein? Beaucoup plus. Eux, ils ne cherchaient pas à remplacer l'argent. Ils veulent être un portail, une porte d'entrée simple et ouverte vers le Web 3. Et leur pièce maîtresse, c'est le B-Wallet 2.0. C'est ça. Ce n'est pas un portefeuille juste pour leurs jetons. Ils gèrent plus de 20 blockchains, dont Ethereum, Solana. Ils se positionnent comme un concurrent de MetaMask, mais un plus simple. Et leur carte Visa, ça c'est un coup de maître. Ça rend le projet tellement plus concret. C'est clair. Mais comment une équipe anonyme arrive-t-elle à signer un partenariat avec un géant comme Visa? Ça sent le soufre, non? C'est une excellente question. La seule explication logique, c'est qu'ils passent par un tiers, une société crypto-friendly, qui a déjà les agréments et qui propose des services de carte en marque blanche. Ah d'accord. L'équipe de Bi reste anonyme pour sa communauté, mais il y a forcément une structure d'entreprise bien réelle derrière. C'est le paradoxe de leur modèle. Exactement. Pour connecter le Web3 au monde réel, ils doivent centraliser une partie de leurs opérations. Mais pour l'utilisateur, le résultat est là. Une utilité immédiate, pouvoir dépenser ses gains au supermarché du coin, ça change tout. Mais pour accéder à cette valeur, il y a cette étape. Le fameux KYC, la vérification d'identité. Le passage obligé qui fait grincer beaucoup de dents. C'est le prix à payer pour ces cryptos gratuites. Sans ça, les réseaux seraient inondés de bots et toute la valeur serait détruite. Et là aussi, deux approches différentes. Pi a développé sa propre solution maison. Oui, et elle est assez ingénieuse. Elle combine une IA qui fait une première analyse des documents, puis une validation par les pairs. Donc d'autres utilisateurs déjà vérifiés. C'est ça. Début 2026, on parle de 17,5 millions de personnes qui ont passé ce KYC. C'est colossal. Colossal. Mais le point noir, et les sources sont très claires là-dessus, c'est le stockage des données. Tout est sur des serveurs centralisés, contrôlés par l'équipe de Pi. On demande les passeports, les cartes d'identité, pour un projet qui prône la décentralisation. Une fuite de données serait une catastrophe. Ce serait la fin du projet.
purement et simplement. Ça anéantirait la confiance. Et du côté de B-Network, c'est peut-être encore plus inquiétant. Comment ça? On pourrait appeler ça la confiance aveugle. Le KIC de masse est ouvert, mais les détails techniques sur la solution, sur la sécurité, C'est le flou total. quasiment inexistants. On sait qu'ils utilisent une technologie de liveness detection, une reconnaissance faciale, mais c'est à peu près tout. Et le fait que l'équipe soit anonyme rend la chose encore plus angoissante. On envoie ces documents, ces données biométriques, à des inconnus. C'est un pari que beaucoup ne sont pas prêts à faire. C'est le plus grand frein à leur adoption complète. Une partie de leur communauté refuse de passer le KYC tant que l'équipe ne sortira pas de l'ombre. Alors, après ces 4 rounds, si on essaye de résumer, d'un côté, P-Network, c'est la tortue. Vision à très long terme, quitte à être lente, imparfaite et très centralisée au départ. Et de l'autre, B-Network, c'est le lièvre. L'agilité, la vitesse, l'ouverture et l'utilité financière immédiate, mais au prix de la transparence. Au fond, ce qui est fascinant, c'est que la réussite de ces projets ne va pas se jouer sur la technologie pure. Elle va dépendre de leur capacité à faire la transition la plus difficile qui soit. Laquelle? Transformer une communauté de mineurs passifs, des gens qui cliquent sur un bouton une fois par jour, en de véritables contributeurs actifs d'une économie. Passer du clic à la construction. C'est facile de cliquer. C'est une autre histoire de construire une application, de convaincre un commerçant ou de risquer son argent sur un DEX. C'est là que 99% de ces projets échouent. L'engagement initial, basé sur l'espoir d'un gain facile, doit se transformer en un engagement basé sur l'utilité réelle. C'est un gouffre entre les deux. Et ça nous laisse avec une dernière question. En 2026, à l'heure où l'IA et la blockchain convergent, où se trouve la véritable valeur? Est-ce dans la capacité à devenir une force de calcul mondiale distribuée, comme le RevPy? Ou dans la capacité à devenir un gigantesque portail de consommateurs pour la finance décentralisée, comme le construit Bitor? Le vrai test, finalement, n'est peut-être plus de cliquer, Mais bien de construire